Eh bien, bon après-midi à vous tous. Merci d'assister à ce panel consacré, vous l'avez vu, donc au thème de l'intégration régionale et du rôle que jouent ces processus dans le chemin vers une croissance durable. En fait, ça va être une séance qui va être une sorte d'échange d'expériences, puisque, au fond, toutes les grandes régions ont eu à un moment donné, se sont lancées dans un processus d'intégration régionale. Il y a bien sûr l'exemple de l'Union européenne, on en parlera peut-être un peu moins aujourd'hui puisqu'on en a parlé beaucoup hier. À part des représentants d'Asie du Sud-Est qui nous manqueront aujourd'hui, nous avons des représentants de pratiquement toutes les autres régions, des spécialistes de toutes les autres régions qui vont s'adresser à vous, avec un accent particulier évidemment posé à la région ici, c'est-à-dire la région du Maghreb, de la Méditerranée en général. Et on a compris maintenant, après avoir écouté ce qui a été dit hier, à quel point cette problématique était importante pour sortir de la crise ouverte par le processus des printemps arabes, la crise économique qui existe. Et nous allons essayer de voir comment la poursuite d'un processus vigoureux, robuste d'intégration régionale ici dans cette région peut enfin être la solution à un certain nombre de problèmes politiques, puisqu'on a beaucoup mis l'accent sur les questions politiques et beaucoup moins sur les questions économiques. C'est vrai qu'il y a aussi des doutes qui ont commencé à germer sur ces processus, parce que les populations sont inquiètes, parce que, particulièrement évidemment dans l'Union européenne, les promesses ont été parfois déçues. Or, je pense qu'ici, plus encore que dans d'autres enceintes, on est bien conscient que la mondialisation, l'ouverture des échanges, c'est la solution. Il faudra d'ailleurs aussi se poser la question de savoir comment est-ce que ces processus d'intégration régionale sont compatibles avec, par ailleurs, l'ouverture du commerce global et la poursuite du processus de la généralisation de l'ouverture de ces échanges mondiaux. Je vais vous présenter les participants à ce panel, en commençant par Madame Valentine Rugwaziba, qui est au milieu, bien reconnaissable, d'abord parce que c'est la seule femme autour de ce panel, et ensuite avec cette magnifique jaquette jaune qui nous apporte un peu de soleil. Ah, mais je vois que le soleil commence un peu à sortir, bon, voilà, tant mieux. Valentine Rugwaziba, qui est directrice générale adjointe de l'OMC, avec Youssef Amrani, qui est le ministre marocain délégué aux Affaires étrangères, ministre délégué aux Affaires étrangères du Royaume du Maroc, évidemment qui s'intéressera particulièrement à la situation dans les pays du Maghreb. Il y aura peut-être un dialogue d'ailleurs avec monsieur Habib Ben Yahya, qui est le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. C'est vrai que cette région est peut-être celle qui est la plus en retard sur ce processus d'intégration régionale. Et on voit bien à quel point ce sujet dans cette région devient particulièrement important, particulièrement crucial. Je voudrais juste aussi ajouter que Youssef Amrani a une autre expérience, même si elle a été plus rapide, plus courte, puisqu'il a été secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Tiens, on pourrait reparler aussi de cette problématique de l'Union pour la Méditerranée et des lenteurs, des difficultés de mise en place. Ça pourrait être intéressant de dire un mot aussi sur ce sujet cet après-midi. Immédiatement à ma gauche, il y a Jean-Pierre Chauffour, qui est économiste en chef et coordinateur pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et tout à fait à l'extrémité, nous aurons un retour d'expérience avec un spécialiste de l'Amérique latine. Vous l'avez entendu ce matin, il s'est déjà exprimé ici à la Global Growth Conference. C'est Joaquín Tres, qui est coordinateur des programmes régionaux et de l'intégration du commerce régional à l'IDB, l'Inter-American Development Bank. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer, parce que c'est un sujet très vaste, un sujet qui peut devenir rapidement technique. J'espère que nous ne tomberons pas dans ce piège. On restera vraiment au niveau des enjeux. De commencer en donnant la parole à Madame Rugwaziba pour qu'elle nous donne sa... et je donnerai également la parole de la même manière à chacun des participants pour qu'elle nous donne un petit peu sa perception des enjeux qui sont autour de ces processus, peut-être avec
une dominante un peu sur l'Afrique. Hein. Je vous donne la parole, Madame Rogwa-Ziba. Merci beaucoup, Sylvain, et encore bon après-midi à vous toutes et à vous tous. Comme c'est la première fois que je m'assieds de ce côté pour prendre la parole, j'aimerais quand même juste prendre quelques mots pour véritablement remercier les organisateurs. L'Institut Amadeus a organisé cette plateforme qui, toute fin, n'est pas une immense plateforme qui donc permet d'avoir des échanges réels, des échanges, je veux dire, en dehors de tout formalisme, je pense fait partie de ce qui est important. Bon, sur ce, je pense que ce qui pourrait être utile dans la manière de, puisque vous me donnez la parole en premier lieu, c'est peut-être de donner une photographie de où se trouvent les processus d'intégration régionale au niveau de l'Afrique comparé au reste du monde. Bon, et comparé au reste du monde, d'un point de vue global, des échanges commerciaux globaux, ce que nous constatons, c'est que l'Afrique reste la région qui commerce le moins avec elle-même. L'Afrique reste également la région qui reste la plus fragmentée. Tout cela est bien connu déjà. Cependant, cela est dynamique. Ce n'est pas une situation statique, c'est une situation qui est en train d'évoluer et qui est en train d'évoluer de manière positive, je dirais. Si l'on analyse les échanges intra-africains au courant de la décennie passée, eh bien, ces échanges intra-africains, ils n'ont pas été absolument révolutionnaires, mais ils ont évolué de manière positive. En moyenne, ils sont quand même passés de plus ou moins 10% de commerce intra-africain à plus ou moins 13%. Et cela sont des chiffres qui deviennent, une proportion qui devient encore plus impressionnante si en réalité l'on exclut les échanges, les produits miniers, si l'on exclut le pétrole, alors là, on arrive à des échanges encore plus intéressants, ce qui démontre bien qu'il y a des échanges intra-africains qui sont en croissance positive. Cette croissance positive qui aujourd'hui arriverait à plus ou moins 24%, continue quand même à faire figure pâle comparé aux autres régions du monde. Comparé aux autres régions du monde, et je ne m'étalerai pas sur le cas de l'Europe, vous avez dit que vous en avez discuté hier, mais le cas de l'Europe reste quand même un cas historique dans ce sens-là, avec des échanges internes de plus de 70%. On passe au cas de l'Asie du Sud-Est où on atteint des échanges internes de plus de 50%. Passer au niveau de l'Amérique latine, dont notre ami Joachim va avoir l'occasion de parler plus en détail. Et là encore, on passe au niveau de 30% d'échanges internes. Maintenant, au-delà des chiffres, ce que l'on constate quand même, c'est que les régions qui sont les plus importantes, qui arrivent à mieux utiliser le commerce dans leur stratégie de développement, sont les régions qui exploitent leur marché régional, sont les régions qui sont capables de construire des économies d'échelle, qui sont capables de réduire les coûts de transaction, et cela, bien sûr, en exploitant les échanges intrarégionaux. On constate aussi que dans la manière dont s'effectue le commerce aujourd'hui, il y a deux processus parallèles qui évoluent de manière diamétralement opposée, c'est-à-dire à fur et à mesure que les marchés ont de moins en moins de frontières, de par aujourd'hui le coût des communications, mais aussi le développement de ces communications, le coût des transports, la réalité des frontières disparaît de plus en plus, donc les marchés deviennent plus importants. Par contre, les processus de production deviennent de plus en plus fragmentés. Les processus de production, aujourd'hui, deviennent fragmentés à un tel point que plus de 60% des échanges commerciaux mondiaux sont des échanges, en réalité, de produits intermédiaires. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'intégration régionale? Cela veut dire que ces échanges, ces systèmes de production qui sont éclatés de par le monde vont rechercher les lieux qui vont être
les plus attractifs, que ce soit attractif en matière des possibilités qui sont offertes, mais que ce soit attractif en matière du marché qui est offert, attractif en matière du coût des affaires dans ces différents pays. Donc là, ceci juste pour poser cette photographie au départ, qui démontre qu'aujourd'hui, même si cette évolution de l'intégration régionale et finalement des flux de commerce et autres flux intra-régionaux est essentielle à la croissance des pays, il est également, cela nous pousse à analyser de manière plus étroite, si vous voulez, pourquoi finalement cette évolution qui est allée positivement au cours de la décennie dernière en Afrique, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela soit accéléré? Ce qu'il faudrait pour que cela soit accéléré, et sans le dire de manière tout à fait prescriptive, parce que je pense que nous allons avoir l'occasion d'avoir des échanges nourris au courant de cet après-midi sur ce sujet, clairement, la question des infrastructures, et je n'anticiperai pas sur la session prochaine, qui va avoir l'occasion d'en discuter, les infrastructures constituent une barrière importante, mais également une barrière qui n'est pas liée aux infrastructures, qui est liée aux barrières, à un autre type de barrière non tarifaire, qui est liée simplement à la complexité et au volume des formalités administratives entre pays africains. Et encore, ce matin, plusieurs ont donné des exemples assez parlants à ce sujet. Et cela, dans cette complexité-là, il y a un accord de négociation global qui est en train de se négocier en ce moment à l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'accord sur la facilitation des échanges, qui en réalité, si les 159 pays membres de l'OMC arrivaient à se mettre d'accord, ce sont des choses très pratiques, qui ont l'air techniques, mais qui ne le sont pas plus qu'il n'y paraît. Il s'agit simplement de pouvoir publier de manière très transparente les règles, les régulations, les procédures que les pays exigent pour la traversée des marchandises à leurs frontières. Il s'agit également de pouvoir réduire la paperasse qui est exigée, et ainsi de suite. Eh bien, il y a des études très claires qui montrent que s'il y avait un accord global qui pouvait être conclu entre les pays, cela réduirait les coûts globaux de transactions commerciales de 10%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme et ce qui aurait un impact très clair sur l'attractivité des marchés africains. Un autre élément, et là je suis tentée de le citer en ayant beaucoup entendu, écouté très attentivement la session de ce matin, un autre élément, c'est le climat, c'est simplement le climat des affaires dans les pays. Quels sont les types d'incitations qui sont fournis aux entrepreneurs? Et ce matin, M. Lionel Zinsou m'a lancé plusieurs clins d'œil en parlant du Rwanda, mais je vais revenir sur cela en disant, en réalité, la raison pour laquelle le Rwanda a décidé d'adopter également l'anglais en addition du français comme langue officielle, c'est une raison tout à fait pragmatique, qui n'a absolument rien d'idéologique, mais tout à fait pragmatique, c'est une raison d'accès. À partir du moment où ce pays avait décidé d'avoir accès, d'intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est, qui est une communauté où les principales économies utilisent l'anglais comme langue de business, eh bien, cela devenait impératif à partir de ce moment-là. Donc, pour dire, je pense qu'il faut, et là, créer un climat d'affaires qui soit attractif. Un troisième élément, et qui est lié, ce sont des systèmes, et ce climat, encore sur ce climat qui soit attractif, il faut que ce soit un climat qui véritablement soit ouvert aux entrepreneurs. Et là encore, j'ai eu l'occasion, au courant de mes vies passées, de travailler dans plusieurs pays francophones, et je me rendais compte qu'il y a plus de 15 ans, eh bien, à la sortie de leurs études, pour plusieurs jeunes,
Ce qui était important et ce qui était attractif, c'était de travailler pour le gouvernement. Alors, si les incitations qui sont mises en place ne sont pas des incitations qui permettent véritablement aux entrepreneurs de s'exprimer, eh bien, là également, on en voit le coup. Je m'arrêterai là, à ce niveau, et j'aurai l'occasion de revenir pour des échanges plus nourris. D'accord, je vais donner la parole dans une petite minute à Jean-Pierre Chauffour, mais juste, il y a une petite chose, je suis étonné de ne pas trouver dans votre propos. Si je me réfère un peu à l'expérience de l'intégration européenne, qu'est-ce qui a été le moteur au départ? Ça a été la volonté de pérenniser la paix, au fond, c'est-à-dire que je sais que nous sommes dans un forum économique, mais il y a quand même des problèmes politiques, on va en parler tout à l'heure peut-être à propos de la région, mais ici, de l'Afrique du Nord, il y a quand même des problèmes politiques et des guerres et des conflits en Afrique. Est-ce que il n'y a pas un obstacle quand même avant tout politique et sécuritaire d'ailleurs à faire une véritable intégration économique en Afrique? C'est un préalable. C'est un préalable, cela je vous le concéderai, et si vous voulez, dans les statistiques générales, le défaut de ces statistiques, elles donnent une impression générale, mais en réalité c'est toujours la forêt qui cache les arbres. Donc quand je parle d'une croissance positive de l'intégration régionale au niveau africain, c'est une croissance positive essentiellement en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe. C'est une croissance qui reste encore très modeste dans le Maghreb et en Afrique centrale. Il y a Jean-Pierre Chauffour, je vais montrer le rapport là, que vous m'avez montré tout à l'heure, From Political to Economic, Awakening in the Arab World, the Path of Economic Integration. C'est-à-dire que vous avez réfléchi précisément à ça, c'est-à-dire, on en parlait d'ailleurs hier déjà, sur l'insuffisante réflexion qu'il y a eu sur les problématiques économiques, les problématiques d'intégration régionale dans cette région. On a beaucoup insisté dans les tables rondes et les panels précédents sur la nécessité de trouver rapidement des solutions économiques régionales pour sortir de la crise que traversent tous ces pays, en particulier qui sont en plein bouleversement politique. Et ça a été, vous, le thème de réflexion qui vous a inspiré dans ce rapport. Je vous donne la parole donc pour nous exposer un peu cette problématique. Merci, M. Attal. Je voudrais aussi remercier l'Institut Amadeus pour inviter la Banque mondiale. C'est un plaisir d'être ici, de partager avec vous notre expérience. Effectivement, je pense que la problématique économique est au cœur du processus et au cœur des questions qui nous habitent. Le thème principal de ce livre, c'est en quelque sorte de remettre l'angle sur les aspects économiques pour expliquer la dynamique actuelle dans le monde arabe. Ce qu'il se passe, c'est que, et on l'a dit hier, et je pense que le ministre tunisien, l'ancien ministre tunisien des Finances a vraiment souligné cet aspect, c'est que une des raisons majeures du soulèvement des peuples, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, c'était les conditions économiques. Et face à ce désarroi, et notamment dans les provinces, dans les parties reculées de ces pays, face au désarroi des petits entrepreneurs, des petits opérateurs, la réponse qui a été donnée jusqu'à présent est essentiellement une réponse politique. Et les pays sont actuellement complètement absorbés, et ce qui peut se comprendre par ailleurs, complètement absorbés par les mécanismes politiques, constitutionnels, de redéfinition du rôle des uns et des autres. Et l'économie est en train de passer complètement au second plan. Et ce que l'on essaye le message principal que l'on développe dans ce livre, c'est que à la suite du printemps arabe, il faut maintenant un printemps économique dans le monde arabe. Et on essaye de discuter quelles seraient les composantes de ce printemps économique, sachant que, évidemment, la responsabilité première est au sein même de ces États, de ces acteurs politiques, de définir les chemins à prendre, mais que les pays partenaires ne peuvent pas s'exonérer non plus. Ils ne peuvent pas simplement regarder l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient comme des spectateurs. Et face à ces développements, le but de cet ouvrage, qui nous avait d'ailleurs été commandé par le G8 dans le cadre du processus de Deauville. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais le processus de Deauville est un partenariat qui a été établi dès 2010 à l'occasion du sommet du G8 à Deauville et qui réunit l'ensemble des pays en transition en Afrique du Nord et au Moyen-Orient avec le partenaire du G8, de la Turquie et des pays du Golfe.
Et ce partenariat nous a demandé de réfléchir sur les questions de commerce et de développement et d'investissement direct étranger. En quoi le commerce et les investissements directs étrangers peuvent être renforcés dans la sous-région. Je voudrais peut-être dire une chose par rapport au thème lui-même. Pourquoi parle-t-on du commerce? Pourquoi est-ce que ça paraît si important, ou les investissements directs étrangers? Toutes ces économies sont confrontées à la globalisation. Et le processus de croissance et le processus de convergence économique est essentiellement un processus de rattrapage. Ce que l'on observe, ce que mentionnait déjà Valentine en Asie du Sud-Est, est une expérience formidable où, au cours d'une génération, il y a un processus de rattrapage économique très fort. Même chose que l'on observe en Europe centrale et orientale. Et ce processus consiste essentiellement à imiter ce qui existe déjà, c'est-à-dire à absorber le savoir, à absorber les connaissances, via le commerce, via les investissements, via le mouvement des personnes, et des connaissances à la fois techniques et des connaissances qui sont, je dirais, de l'ordre plutôt des skills, des management, des capacités à appréhender le monde moderne. Ce qui se passe, c'est que dans la sous-région dont on parle, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, on n'a pas encore connu ce processus. Lorsque l'on parle de cette intégration et de ce rattrapage économique qui est possible et qui est relativement facile à faire d'une certaine manière, on ne parle pas d'inventer la nouvelle frontière technologique, on parle essentiellement d'adapter les savoirs et les connaissances actuelles au contexte économique local. Ce qu'ont fait les Asiatiques, en gros, c'est de créer ce qu'on appelle l'usine Asie. Ils ont créé l'usine Asie. C'est-à-dire que lorsqu'un produit est exporté de la Chine vers les États-Unis ou vers l'Europe, un produit, je ne vais pas citer de marque, l'ensemble des produits à haute technologie, ces produits ont été conçus, fabriqués dans plusieurs pays de la sous-région. Donc ce ne sont pas des produits made in China, ce sont des produits made in Asia, et parfois même made in the world. Et en fait, on est passé d'un commerce essentiellement de biens et services et d'échange de biens finis à un commerce de biens intermédiaires, ce que mentionnait Valentine. Et ce qui est un changement fondamental du commerce international au cours des 20 dernières années. Ce qui veut aussi dire que les instruments de politique économique que l'on avait mis en place, politique commerciale notamment, il y a 10 ou 20 ans, qui parfois étaient contestables, sont devenus complètement caducs à l'heure d'aujourd'hui. Et donc il faut prendre conscience que cette émergence des chaînes de valeur et de ces réseaux de production que l'on voit en Asie, on n'a pas l'équivalent dans la sous-région. On n'a pas l'équivalent de l'usine arabe, ce qu'on pourrait appeler l'usine arabe, qu'on pourrait espérer voir se développer avec le temps. Cette région, effectivement, a essayé au cours du temps de multiplier les possibilités d'échange. Ils ont signé énormément d'accords. Et donc, d'une certaine manière, certaines régions sont devenues célèbres pour signer des accords commerciaux et d'autres régions sont devenues célèbres pour faire du commerce. Et il y a un peu un disconnect entre celles qui font du commerce et celles qui se sont spécialisées à faire des accords commerciaux. Alors, maintenant, la prochaine étape, et l'étape essentielle, c'est d'utiliser cet instrument qui est à la disposition des acteurs politiques et économiques pour faire en sorte qu'il y ait une véritable intégration de la sous-région. Quelques chiffres ont été mentionnés. La première chose à observer, c'est que la région Moyen-Orient-Afrique du Nord est très peu intégrée dans l'économie internationale. Si vous excluez les produits pétroliers et les produits dérivés pétroliers, cette région qui compte près de 400 millions d'habitants exporte en valeur autant que la Suisse. Pour vous donner une idée des proportions. Évidemment, les hydrocarbures sont très importants dans les exportations de la sous-région. C'est un peu biaisé d'exclure cet avantage comparatif, mais ce n'est pas les hydrocarbures en soi qui créent les emplois et qui créent la croissance dont ces pays ont besoin. Et ensuite, si vous regardez en termes d'échanges de la sous-région entre elles, donc les pays arabes entre eux, alors là, on atteint vraiment des doses infinitésimales. C'est-à-dire que les échanges intra-arabes, c'est 3% des échanges arabes. Ou les investissements directs étrangers entre les pays arabes, c'est 6% des investissements globaux que reçoit la région. Donc, une très faible intégration. Je dirais que l'autre face de cette médaille, c'est que comme la région est très peu intégrée, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Il y a beaucoup de possibilités de progrès. Et en utilisant ces possibilités de progrès, on peut arriver à résoudre beaucoup des problèmes auxquels sont confrontés les régimes actuellement. Que ce soit à Tunis... On va bientôt plus s'entendre, là. Que ce soit à Tunis ou au Caire, vous pouvez m'entendre ? Les préoccupations des gouvernants face à la montée du chômage, face à l'instabilité économique, face à l'érosion des investissements directs,
la chute des recettes touristiques, ces pays sont confrontés à des crises économiques majeures. Et on se doit aujourd'hui d'arriver à répondre à ces crises économiques et à essayer de leur donner des instruments qui leur permettent de s'en sortir. Et les instruments sont très limités. L'instrument budgétaire est quasiment épuisé, les instruments monétaires sont épuisés, les instruments qui restent à leur disposition sont des instruments d'intégration. Et peut-être dans un deuxième temps, je pourrais essayer de vous expliquer, en tout cas la façon dont on voit, nous, le rôle que pourraient jouer notamment les partenaires de ces pays pour aider et pour faciliter cette transition et faciliter l'émergence de plus de commerce entre les rives de la Méditerranée. Mais peut-être je vais m'arrêter là parce que la pluie est trop forte, je n'arrive pas à parler plus fort que la pluie. Je ne sais, j'ai aucune idée de... Vous continuez, vous pouvez entendre? Ça va, bon. Alors on va continuer. Rien ne pourrait nous arrêter de toute façon. J'aurais une ou deux questions, mais peut-être, je vais peut-être attendre que les autres participants s'expriment. Je reviendrai là-dessus. J'ai envie de rebondir tout de suite sur la région, sur la situation de la région avec Habib Ben Yahya. Est-ce que vous m'entendez bien à l'autre bout de la scène, monsieur Ben Yahya? Ça va. Vous avez entendu le diagnostic qui est terrible, au fond, sur la faiblesse des échanges, non seulement de cette région vis-à-vis du reste du monde, mais des pays arabes entre eux. C'est dû à quoi? C'est de la mauvaise volonté? C'est parce que vous ne vous débrouillez pas suffisamment bien, pourtant vous parlez les uns avec les autres. Et ce processus de l'Union du Maghreb arabe, je me souviens même plus de quand il date. J'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Merci. Je vais mettre les points sur les i. D'abord, on n'a rien dans nos chromosomes qui sont différents des autres. Mais on a une histoire assez différente de la vôtre. L'idée de l'intégration économique maghrébine est née en avril 1958 à Tanger. Les principaux partis politiques de l'époque se sont réunis, se sont mis d'accord dans une déclaration qui a été rendue publique sur la nécessité de continuer ce processus qui était politique lors de notre combat commun contre le colonialisme de l'époque. On a un processus d'intégration économique essentiellement. D'ailleurs, et pour faire un petit peu rappeler qu'on a fait face aussi à une politique, juste après nos indépendances, politique de diviser pour régner, qui a été quand même assez dure pour éviter un petit peu l'harmonie entre les pays maghrébins. Je pense que depuis avril 1958, on a fêté en 2008 50 ans de cette déclaration et je pense que pas mal de chemin a été parcouru, mais peut-être, et là je ne fais pas un petit peu la politique pour mettre en valeur ce que nous faisons, mais plutôt une dimension historique qui doit être tenue en ligne de compte. De la politique de diviser pour régner, on est passé maintenant à une politique de la part de nos principaux partenaires, surtout l'Europe, à une politique de soutien au processus d'intégration. Et là, c'est un grand changement. Et pour pas mal de raisons, parce que d'abord, de 85 millions d'habitants, nous allons passer à 103 millions d'ici 2020, c'est cela, 2020, et c'est un marché assez important. Rien qu'à voir ce que fait la Chine sur le marché maghrébin ou d'autres pays pour comprendre qu'on peut renverser cette tendance et faire quelque chose qui va faire date pour le processus d'intégration et apporter un bien-être à nos jeunes maghrébins qui commencent à s'impatienter. Je crois que
Vous avez commencé en Europe avec le charbon et l'acier. Nous avons bien sûr des possibilités au point de vue énergie, mais je crois que l'essentiel, c'est de parvenir à débloquer notre commerce intra-maghrébin. La dernière étude de la Banque mondiale, qui s'est penchée sur le commerce maghrébin et l'importance de l'amélioration des infrastructures, et avec un projet de plan d'action, nous sommes maintenant à moins de 3% de commerce intra-maghrébin. Si nous arrivons à augmenter notre commerce intra-maghrébin de 2% uniquement, ça va nous permettre de créer 40 000 emplois par pays supplémentaires. Et nous pouvons passer de moins 3% à 10% de commerce intra-maghrébin. Le FMI, je rappelle un petit peu ce que les institutions internationales ont fait pour nous. Le FMI a organisé 5 réunions dans les capitales maghrébines. La dernière, c'était fin de l'année dernière à Nouakchott, sur les investissements maghrébins, en la présence de Madame Lagarde, Christine Lagarde, qui a quand même insisté sur la nécessité de mettre de l'ordre dans notre commerce pour aller plus loin. Je crois que nous avons une multitude d'études. La Banque mondiale, c'est 5 réunions avec le FMI. Avec l'Union européenne aussi, nous avons eu plusieurs réunions, surtout que le dialogue euro-maghrébin a démarré le 4 novembre 1991 à Bruxelles. Nous étions présents à Bruxelles. Le 16 novembre 1991, c'est pas Malherbe 20, mais Lockerbie 20. Et ça a bloqué notre dialogue avec l'Europe pour 15 ans. Ça a été repris en 2006 à Lisbonne. Donc il y a des conditions historiques qui nous ont empêchés, soit avec nos partenaires, soit entre nous-mêmes, pour essayer de donner un coup d'accélérateur à ce processus qui a été quand même choisi depuis 1958. Je crois que maintenant le nombre de réunions dans les capitales maghrébines destinées à pas uniquement à augmenter notre commerce maghrébin, mais aussi à voir les secteurs clés. Nos ministres des Finances se sont réunis à plusieurs reprises pour lancer l'idée d'une banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Nos hommes d'affaires aussi ont créé l'Union maghrébine des hommes d'affaires. Ils vont bientôt se réunir pour la 3e fois à Marrakech pour essayer de monter quand même une complémentarité maghrébo-maghrébine en basant un petit peu leur travail sur cette complémentarité entre hommes d'affaires, entre sociétés maghrébines. Bien sûr, on a beaucoup de projets avec les hommes d'affaires qui viennent d'Asie, de Chine, du Japon, mais plutôt aussi de l'Europe. Nous avons pas mal d'objets qui ont été consentis et d'objectifs consentis par l'Union européenne. Maintenant qu'on a changé de cap, je pense que j'ai vu Barroso récemment à Bruxelles, il y a une nouvelle approche qui est assez utile à rappeler. Un document nous a été remis, préparé par la Commission européenne, qui est assez positif, pour donner un coup de pouce à cette complémentarité, à ce processus d'intégration économique maghrébine. Et nous allons en discuter entre Maghrébins le mois prochain et après avec nos amis européens pour mettre tout ce processus en marche. Que ce soit avec la Banque mondiale, avec le FMI, avec nos amis de l'Union européenne, ou nous avons un dialogue aussi avec les États-Unis d'Amérique. On a parlé, les États-Unis d'Amérique s'intéressent à notre région aussi. Je crois que cet accroissement de l'intérêt, cette augmentation de l'intérêt vis-à-vis de notre région, ce n'est pas uniquement par peur
parce que nous avons 5 millions de Maghrébins vivant en Europe, parce que notre région maintenant, on a des invités non désirables comme El-Qaïda et l'AQMI, etc. Nous avons pas mal de défis, le problème malien qui a des répercussions sur nos frontières sahariennes. Je pense qu'en tenant compte de ces différents conflits, de ces différents défis, et en tenant compte de nos possibilités, et d'un marché qui peut être rentable pour nous et pour nos amis européens, je pense qu'il va falloir travailler la main dans la main avec nos partenaires et surtout avec nos amis européens. Ce qui n'est pas, fort heureusement, exclusif. Hein. Le dialogue euro-maghrébin n'est pas exclusif du dialogue inter-maghrébin. On le voit d'ailleurs avec le chemin qu'a parcouru le Maroc, avec le partenariat avancé avec l'Union européenne. Enfin, les deux choses peuvent se mener de front. Non, ce n'est pas contradictoire, au contraire. Les pays maghrébins, depuis les années 60, ont conclu des accords avec l'Union européenne et nous avons essayé de coordonner notre action. Mais maintenant, on est passé à une autre action, c'est-à-dire l'intégralité des intérêts maghrébins par rapport à ce que l'Europe veut faire au Maghreb et ce que nos partenaires, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Japon, comme la Chine, qui sont là, qui sont présents, pourraient faire. Le rapport de la Banque mondiale, je salue la Banque mondiale parce que ce rapport est très important. Le plan d'action, nous allons l'étudier, cher ami, et nous allons nous rendre peut-être à la Banque mondiale pour continuer ce dialogue. Je vous remercie. Merci. J'ai une question pour Monsieur le ministre Youssef Amrani, pour rebondir un peu et rester sur ce... qui est une question à partir d'une petite anecdote. Il y a quelques mois, dans la rédaction dans laquelle je travaille, on a été un peu affolé par les proportions qu'était en train de prendre le conflit entre la Chine et le Japon sur la contestation des îles de la mer de Chine. Et en plus, on est un petit peu loin géographiquement. On a interrogé un certain nombre de spécialistes pour savoir jusqu'à quel point, voyant qu'il y avait des manifestations très violentes contre les intérêts japonais en Chine, etc., les proportions que pouvait prendre ce conflit. Est-ce qu'on allait avoir peut-être une guerre entre la Chine et le Japon? Et tous les spécialistes qu'on a interrogés nous ont dit, ne vous inquiétez pas, le pouvoir chinois va y mettre rapidement bon ordre parce que les intérêts économiques sont tellement importants et le commerce entre les deux pays sont tellement importants que ça ne durera pas. Bon. Est-ce qu'on peut déconnecter, au fond? Est-ce que c'est possible dans cette région de déconnecter la problématique économique de la problématique politique? C'est une question extrêmement difficile. En tout cas, j'essaierai d'y répondre un tant soit peu. Moi, je voudrais parler à partir d'une perspective marocaine et maghrébine. Parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte de crise économique et financière en Europe, dans un contexte également au sud de la Méditerranée en perpétuelle mutation, avec des transitions démocratiques et politiques qui prendront du temps, qui seront compliquées et dans certains pays seront incertaines. Et avec un nouveau référentiel aujourd'hui dans notre région. Donc un contexte compliqué, un contexte difficile. Et en tout cas, il nous appartient aujourd'hui d'y répondre. D'y répondre avec les instruments nécessaires. Je reviendrai sur les instruments. Avec la volonté politique voulue. Et avec également des perspectives que nous voulons à la fois vertueuses et des perspectives qui nous permettent de répondre à ces expectatives que nous avons créées au niveau de la jeunesse dans ces pays maghrébins. Je voudrais aborder 3 idées. La première, c'est que, et je conviens parfaitement avec le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, mon ami Ben Yahya, que le Maghreb, aujourd'hui, dispose d'ores et déjà de l'ensemble des prérequis et également des atouts d'un marché performant. Les prérequis, c'est Ben Yahya, c'est nous avons un secrétariat général qui est basé à Rabat, nous avons des accords de libre-échange qui sont paraphés mais pas mis en œuvre, nous avons des réunions ministérielles, nous avons en face de nous, vous l'avez signalé, une Europe qui est en train de nous soutenir, qui vient de faire une importante communication, Madame Ashton vient de faire une importante communication au Parlement européen sur la vision de l'Europe par rapport à son environnement immédiat que le Maghreb.
Il y a des instruments, également l'Europe a des instruments, la politique européenne de voisinage, notamment sa dimension régionale. Et puis il y a également d'autres instruments. Je viendrai tout à l'heure, c'est le partenariat Deauville, vous l'avez abordé, mais il y a d'autres instruments bilatéraux, comme la relation qu'a le Maroc avec l'Union européenne à travers le statut avancé. Alors, malgré tout cela, malgré tous ces prérequis, pour que nous puissions devenir un marché performant, un espace stable et dynamique, et puis capable d'apporter les réponses appropriées à ces différents défis qui nous guettent aujourd'hui. Les défis sont nombreux. Une jeunesse maghrébine qui en veut, des menaces sécuritaires au Sahel et au Sahara qui nous interpellent tous, pays maghrébins, pays sahéliens, sahariens, mais également l'Europe, et où le Maghreb. Le Maghreb, pour nous en tout cas, à partir d'une perspective marocaine, est un impératif sécuritaire, est une réponse aux aspirations de ces jeunes du Maghreb, mais également une opportunité pour créer un espace de paix et de prospérité partagée au Maghreb. Parce qu'on n'a pas le droit de se tromper aujourd'hui. Comme disent les anglo-saxons, « History is knocking at our doors ». On n'a pas le droit d'attendre, on n'a pas le droit de ne pas faire le Maghreb. Parce que le coût du non-Maghreb est pèse extrêmement pour l'ensemble des pays de la région. C'est vrai que le principal richesse de cet espace maghrébin réside dans son capital humain des jeunes. Alors, il nous faut aujourd'hui, et tout à l'heure je conviens, il faudrait aujourd'hui ouvrir des perspectives nouvelles pour l'ensemble des 5 pays du Maghreb. Et on le sait, ça a été dit dans les différentes études, une meilleure intégration maghrébine permettra d'abord une meilleure efficacité de l'efficacité économique des pays et des entreprises. J'ai vu que dans la salle, il y a des entrepreneurs, c'est extrêmement important parce qu'eux, ils croient au Maghreb, c'est eux qui créent de la croissance, c'est eux qui créent de la richesse, et il faut ouvrir. Je n'ai pas les frontières, parce que je vais encore être mal interprété, mais il faut ouvrir les espaces. Au sens propre aussi, il faut rappeler. Je ne ferai pas l'économie, j'y viendrai. Je parlerai de la relation maroco-algérienne, parce qu'elle est importante. 2, une mutualisation des moyens et d'importantes économies d'échelle. 3, un marché extrêmement important, 90 millions de consommateurs. Et en 2020, il y aura 103 à 112 millions de consommateurs en 2030. C'est extrêmement important. Et puis, nous avons un accord de libre-échange, donc très point, mais il n'est pas mis en œuvre. Nous l'avons négocié. Il y a des préférences commerciales, il y a des verrous, mais il faut le mettre en œuvre. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Enfin, au niveau de l'investissement également, un Maghreb uni nous permettra non seulement d'attirer des investissements, mais également des investissements intermaghrébins. Et puis, madame en parlait, la directeur général adjoint de l'OMC, une meilleure attractivité des investissements qui s'appuierait sur un meilleur climat d'affaires. C'est le mot que vous avez employé, comme disent les anglo-saxons, business friendly. Et puis, c'est bien en parler, c'est l'éclosion d'un certain nombre de secteurs porteurs pour la coopération intermaghrébine, les échanges, l'énergie, l'agriculture, etc. Ben, qu'est-ce qu'il nous faut en fait? Il nous faut un cadre fédérateur capable de peser face à d'autres groupements régionaux, mais également de créer de la richesse. 2 mots sur le coût du non-Maghreb. Le coût du non-Maghreb est exponentiel. Il ne concerne pas uniquement les enjeux socio-économiques, il concerne également les enjeux politiques. Ben, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'en raison de l'absence du Maghreb, 8 milliards de dollars de capitaux privés échappent à notre région. C'est énorme. Les échanges commerciaux, si Habib Ben Yahya en parlait, ou vous-même vous en parliez, ils enregistrent des taux très 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 faibles. Et puis quand même, on ne peut pas rester
rester... C'est bien de revenir sur le diagnostic, de Alors, faire le diagnostic, mais maintenant il faut nous dire pourquoi pourquoi quels sont les obstacles. Aujourd'hui, il s'agira de relancer ce processus maghrébin. On a les instruments. Il faut la circulation des biens et des personnes. Il faut de nouvelles opportunités pour les entreprises. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un conflit. Un conflit entre le Maroc et l'Algérie à propos de l'affaire du Sahara qui plombe le Maghreb. En tout cas, le Maroc est décidé, est déterminé à travailler avec, parce que nous pensons que l'Algérie est un partenaire important, un partenaire fiable, avec lequel on peut construire un avenir commun. Il faut être en mesure de dépasser ces clivages, parce que ces clivages-là ne nous aident pas à aller de l'avant. On a besoin de consolider nos institutions sur la base d'une nouvelle gouvernance. Je pèse mon mot, il nous faut une nouvelle gouvernance qui est ouverte sur le monde extérieur, ouverte sur l'Europe, axée sur le business, axée sur la création d'entreprises. Il s'agit aujourd'hui essentiellement de libérer les énergies. Libérer les énergies pour créer des synergies. Il s'agit au sein du Maghreb. Alors, il faut, en tout cas, sur le dossier du Sahara, le Maroc est en train d'avancer dans le cadre d'une négociation avec les Nations Unies, avec l'ensemble des partis, sur la base des paramètres clairs, le réalisme et l'esprit de compromis, parce qu'il s'agit avant tout Mais c'est encore le préalable. Là, vous répondez donc à ma question en disant qu'au fond, on ne peut pas déconnecter les deux. On n'a pas réussi dans l'Union pour la Méditerranée à déconnecter la question israélo-palestinienne. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai vécu 10 ans en Amérique latine. Je connais très bien. Je connais très bien l'Amérique latine. Je connais bien le processus d'intégration du Mercosur. Je connais très bien la Comunidad Andina. Je sais ce qui est bien maintenant, ce qui se fait au niveau de UNASUR. Mais les pays latino-américains ont pu dépasser les problèmes politiques en construisant une intégration économique. En Amérique latine, il y a énormément de conflits. Pérou, Chili, Colombie, Équateur, Colombie, Venezuela. Et bien quand même, ils ont pu construire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté politique d'aller de l'avant. La volonté politique, elle est fondamentale. C'est vrai qu'on est en retard. On a parlé également de compatibilité. Et je dirais que oui, pour le Maroc en tout cas, on peut construire le Maghreb et en même temps avoir une relation privilégiée avec l'Europe dans le cadre du statut avancé. La volonté politique, elle manque partout ou elle manque dans certains endroits? Écoute, je suis aujourd'hui devant un auditoire où il y a de la presse. Je sais que malheureusement, les mots sont mal interprétés et demain on retrouvera des gros titres, ce qu'a dit le ministre délégué aux Affaires étrangères. En tout cas, je peux vous dire, et ça c'est pour le Maroc, il croit au Maghreb. Le Maroc croit dans une relation forte avec l'Algérie. Le Maroc mettra tout pour aller de l'avant parce qu'il nous appartient aujourd'hui de construire un espace apaisé où l'ensemble des pays du Maghreb pourront faire face ensemble à des défis sécuritaires essentiellement. Al-Qaïda, Al-Saddin, Mojao au Sahel aujourd'hui est une menace pour le Sahel. Elle menace l'ensemble des États au Sahel, mais également elle menace le Maghreb. Parce qu'aujourd'hui, les interconnexions sont avérées entre les mouvements terroristes, les mouvements djihadistes, mais également les mouvements, ça donne à tout genre de trafic. Et donc c'est pour cela qu'un Maghreb fort, un Maghreb solidaire, nous permettra de faire face ensemble à ces défis sécuritaires. Alors, un dernier mot sur les instruments. J'ai été parmi les principaux négociateurs du partenariat de Deauville. J'ai signé en tant que secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée avec Gouria, avec Ban Ki-moon à New York il y a 2 ans, le fameux accord. Malheureusement, il y a une vision, il y a des engagements, mais delivering, il n'y a rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'être accompagné. Et quand je dis être, ça veut dire que je parle de l'ensemble des pays maghrébins. Nous avons besoin d'être accompagnés par des nouveaux instruments. La politique européenne de voisinage, l'Union pour la Méditerranée, parce qu'avec l'UPM, on peut travailler sur la base ou sur les projets à géométrie variable. Ceux qui veulent travailler ensemble peuvent travailler ensemble, mais en tout cas ici aussi, l'Union pour la Méditerranée, vous savez, elle a vécu des moments
difficile en raison de certains conflits politiques dans la région qui se compliquent aujourd'hui avec la crise syrienne. En tout cas, il nous faut double partnership, il nous faut l'Union pour la Méditerranée, il nous faut la PEV, il faut que nous soyons accompagnés, mais nous aussi, on doit faire notre propre travail en interne. We must do our own homework. Merci. Il y a de quoi faire, pour mes confrères marocains, je pense, ont de quoi faire un petit article demain dans la presse marocaine qui aura peut-être un peu d'écho au-delà des frontières. Je vais passer maintenant à Joachim Tress, puisqu'on a parlé un peu de l'Amérique latine. I don't know if you want to express yourself in English, it's okay. I know you understand French. You're from